Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui? Bon, alors écoutez, je suis absolument ravie de vous accueillir pour cette séquence vraiment très particulière avec une femme absolument extraordinaire en la présence de Diariata Ndiaye, qui est une amie pour ce qui me concerne, mais qui est surtout une activiste et une militante des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes en particulier, assez exceptionnelle, qu'on a le plaisir d'accueillir dans ce certificat égalité femmes-hommes. Je suis désolée, j'aurais préféré être dans d'autres dispositions pour pouvoir vous accueillir, mais je suis coincée dans la circulation depuis un certain temps, donc je suis depuis une voiture, mais ça ne m'empêche pas de le faire. En la remerciant pour cette disponibilité, surtout dans cette période où, évidemment, les questions de violences faites aux femmes sont très, très présentes, une fois de plus, très mises en exergue dans l'actualité, dans nos débats politiques, et qu'on avait besoin d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui, comme elle, euh, a été à la fois, et toujours d'ailleurs, une artiste engagée sur ces questions-là, mais aussi une activiste qui a créé une association à Nantes, Résonante, qui a créé surtout des outils de solutions, notamment technologiques, et je pense au dispositif Appel, qui permet à une femme victime de violence d'alerter ses proches pour qu'ils lui viennent en aide. Donc, c'est pas simplement une théoricienne, elle l'est aussi, c'est aussi une praticienne de toutes ces questions. Et j'imagine qu'elle a dû être confrontée dans son parcours à beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses aussi positives dont on avait besoin qu'elle nous les raconte aujourd'hui pour vous permettre, à vous, étudiantes et étudiants de Sciences Po, et puis le public qui est parmi nous, eh bien, de bénéficier de toute cette expérience. Je vais lui laisser la parole, ce sera plus intéressant pour une petite demi-heure, si tu veux bien, Diariata. Et puis ensuite, tu seras accompagnée par 4 de nos étudiantes, donc Lucie, Diane, Morgane et Carla, qui entameront un dialogue au nom de leurs camarades avec toi. Et moi, je reviendrai, enfin j'écoute, hein, bien sûr, et je reviendrai en conclusion. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui met un peu la pression quand même, hein. Donc, je suis ravie d'échanger avec vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez On bien? Je entend ne très sais pas. bien, oui. Ok, super. Donc, je vous propose donc de raconter mon parcours de femme engagée sur la question des violences. Donc, je suis Diarra Tandiaye, je suis artiviste. Alors, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est un mélange du mot artiste et activiste, parce qu'il y a près de 15 ans maintenant, j'ai décidé de mettre l'art au service de la lutte contre les violences. Donc, je suis née en France, dans les Vosges, et à 15 ans, j'ai été confrontée à un mariage forcé. Donc, je suis partie dans mon pays d'origine, pensant que je partais pour les vacances, et finalement, ce qui m'attendait là-bas, c'était un mariage. Donc, j'ai fait comme si tout allait bien se passer, comme si j'étais d'accord pour être sûre de revenir. Et quand je suis revenue, ça a été une période assez compliquée. Ça a été une période assez compliquée tout simplement parce que c'était quelque chose qui d'être confrontée à un mariage forcé, même si j'y avais été préparée psychologiquement, je pensais pouvoir l'esquiver. Et finalement, je me retrouve dans ce piège, et je me retrouve à n'en parler à personne. À n'en parler à personne en dehors de quelques personnes que je connaissais. Mais j'ai trouvé ça complètement fou de me dire qu'il était possible d'être mariée de force, de continuer à aller à l'école et que ça ne soit pas un sujet. Donc je me débrouille, je passe un bac, et un bac L, et je m'en vais. Je m'enfuis de chez mes parents. Je me retrouve à travailler dans l'animation, parce que tout simplement parce que c'était très simple en fait de trouver un boulot là-dedans et que je voulais travailler avec des gens, d'être dans le concret, pardon. Et donc je me retrouve à travailler dans l'animation et à continuer à écrire. Donc j'écrivais déjà des petites chansons, et c'est à ce moment-là que je me mets au rap, parce que j'étais un petit peu en colère, j'avais plein de choses à dire, et j'étais convaincue que c'était aussi une façon de dénoncer les choses, et ça me faisait du bien tout simplement. Moi, j'ai trouvé l'énergie, en tout cas, grâce à la musique, et grâce à une artiste qui s'appelle Bams. Elle avait écrit un album qui s'appelait Vivre ou mourir, et qui était très féministe, et concrètement, moi, je l'ai cru sur parole.
J'ai écouté ses conseils. Il y avait une chanson qui s'appelait «Non», donc j'ai dit non à tout ce que je ne voulais pas. Et donc, pourquoi je le précise? C'est parce que pour moi, ben, l'art et la musique, ça a été vraiment quelque chose de très important, aussi bien pour, dans ma dans dans la, comment dirais-je? Tout simplement déjà dans ma construction personnelle et puis surtout, je me suis dit que c'était un vrai, moyen puissant de toucher les personnes. Donc, j'ai continué à travailler mes chansons et à mettre du sens dans mes chansons. Je ne me voyais pas raconter n'importe quoi et j'avais cette conscience que je pouvais avoir de l'influence sur le public. Donc, il y a 15 ans, j'ai créé un spectacle sur la question des violences faites aux femmes et je décide d'aborder vraiment toutes les thématiques, que ça soit celle du mariage forcé, de l'excision, mais aussi les violences sexuelles, les violences physiques. Et pour écrire ces chansons, je suis partie soit de mon expérience personnelle, soit de celle des personnes que je rencontrais, que je croisais. Donc, j'écris ce spectacle en lien avec l'Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis et je joue pour la première fois, ce spectacle, dans un collège. Assez naturellement, je me suis dirigée vers les établissements scolaires et c'est par la suite que j'ai compris que si je m'étais dirigée, vers ces établissements scolaires, c'était tout simplement parce que j'aurais aimé être sensibilisée à ces questions, à l'école. Donc je joue ce 1er spectacle et dès la première représentation, je me retrouve avec des témoignages de victimes de violences qui me disent: «Eh ben, moi, c'est comme dans telle ou telle chanson» et cetera et donc je me retrouve face à tous ces témoignages de jeunes qui parlaient pour la première fois. Quand je parle de jeunes, je parle aussi bien de filles qui racontaient ce qui leur arrivait ou ce qui leur était arrivé, mais aussi de garçons donc qui témoignaient de leurs histoires et des jeunes qui témoignaient de ce qui se passait à la maison, des violences, qui existaient enfin, des violences intrafamiliales. Et j'avoue que je suis un petit peu tombée des nues parce que, quand j'ai créé ce spectacle, je me suis dit que c'était important d'aller sensibiliser, mais je n'avais aucune conscience, du je n'avais aucune conscience qu'il y a enfin, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes concernées. Et surtout, là où j'ai été, complètement hallucinée, c'était de me rendre compte que ces personnes, en dehors du fait qu'elles m'en avaient jamais parlé, ne savaient pas que des solutions existaient. Et moi donc, enfin là aujourd'hui j'ai 37 ans. Quand j'ai été mariée de force et quand j'ai été victime de différentes formes de violence, moi j'avais 15 ans. Ces associations existaient déjà et j'ai fait sans toutes ces assos et j'ai fait sans toutes, ces aides qui avaient été pensées pour les personnes comme moi et je me dis que moi, dans mon malheur, j'ai eu quand même pas mal de chance, que j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à trouver des petites solutions, pour avancer, mais que ce n'était malheureusement pas le cas de tout le monde et donc de réaliser bah, concrètement, une dizaine d'années après que ça n'avait pas changé, ça m'a vraiment mis un coup, pour le coup. Donc je décide de me former à ces questions. Je me forme auprès, de personnalités comme, Ernestine Ronay, comme, Muriel Salmona et l'idée, c'était vraiment de pouvoir échanger avec les publics et surtout, diffuser les informations utiles, à ces publics. Donc pendant une dizaine d'années, je travaille pour le compte d'autres associations. La plupart j'ai travaillé pour, la quasi-totalité des assos d'aide aux victimes et très rapidement, je me dis: «Il y a quand même quelque chose qui ne va pas». C'est-à-dire qu'il existe plein de choses, il existe plein de dispositifs, plein d'associations, plein d'aides, mais elles sont vraiment totalement méconnues du public et ça, c'est pas possible. Et ensuite, je me rends compte également qu'il y a une différence entre ce qui est conseillé aux victimes de faire, comme par exemple, d'appeler la police quand elles sont confrontées, aux violences, mais que finalement, elles ne le font pas pour plein de raisons. Elles ne le font pas soit parce qu'elles n'ont pas la possibilité de le faire, soit parce qu'elles n'ont pas envie de le faire, soit, parce qu'elles l'ont déjà fait et que ça ne s'est pas passé comme elles le souhaitaient. Donc ça, c'était les premiers constats. Ensuite, je me suis dit: «Il y a un vrai problème au niveau de la jeunesse». C'est que tout ce qui est fait, la plupart des choses qui a été que enfin, la plupart des outils ou des dispositifs, qui ont été pensés pour les victimes de violences, heu, ne prennent pas du tout en compte la spécificité des jeunes. Quand je parle des jeunes, moi, je me suis spécialisée sur la question
des 15-24 ans. Et donc, que ça soit, la façon dont on aborde ces thématiques, avec ce public, la façon dont on les accueille, la façon dont on les oriente et cetera. Et donc je me suis dit: «Bon», pendant je me suis je j'avais j'avais conscience qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais pendant très longtemps, je me suis dit que ce n'était pas mon rôle, que mon rôle, c'était d'écrire des chansons, de faire des ateliers d'écriture, faire écrire ces différents publics et puis une fois que j'ai ces témoignages, de les orienter vers les personnes qui peuvent les prendre en charge. Mais vraiment pendant très longtemps, je me suis dit: «Ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon rôle, il y a des personnes qui sont censées le faire et puis si elles ne le font pas, c'est que je me trompe peut-être». Et puis en 2015, je déménage, je m'installe à Nantes. Donc, je venais d'avoir mon 2e enfant. Je changeais aussi de cadre professionnel et en m'installant à Nantes, je me suis dit que j'avais bien l'intention de continuer ce que j'avais à faire, mais qu'il était hors de question que je continue sans, créer les supports qui me paraissent essentiels pour les victimes. Donc, je décide de fonder Résonante. Cet asso, elle a vraiment 2 axes et pour penser ces 2 axes, je suis vraiment partie de l'expérience de terrain. Donc la première chose, que je me suis dit lorsque j'ai décidé de créer cet asso, c'est qu'il fallait s'adresser aux 15-24 et que de toute façon, ce public est déjà concerné, sur certaines thématiques. On sait que ce sont les premières victimes sur la question des violences sexuelles, par exemple. On sait que ce sont les premières victimes, donc il va falloir leur parler cash, quoi. Il va falloir penser des outils spécifiques. Il va falloir aller là où ils se trouvent et on a quand même la chance de savoir où se trouve ce public. On sait qu'ils sont dans les établissements et derrière leurs écrans. Donc ça a été la première chose et puis je me suis dit: «Il va falloir être un peu plus concret et faire en sorte que le slogan qui est, diffusé, ce slogan qui est: «Tu n'es pas seul», que ça soit quand même plus concret. Donc ça, c'était la deuxième chose que j'avais en tête et puis la troisième, je me suis dit: «Il est temps aussi d'impliquer, toutes les personnes qui ne sont pas victimes de violences, qui sont témoins de ces violences ou qui sont proches de ces personnes qui vivent les violences». C'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est juste ils ne savent pas comment faire ni quoi faire. Donc il va falloir aussi, s'adresser à toutes les personnes qui sont autour et arrêter de demander aux victimes de tout faire. Donc je pars là-dessus et ça faisait quand même pas mal de temps que je me disais: «Ouais, une application mobile, ça serait pas mal», tout simplement parce que ça permet d'être dans la poche de tout le monde et vraiment cette, réflexion, elle m'est vraiment venue bêtement, parce qu'à chacune de mes interventions ou pendant mes ateliers, je sais que je confisquais des téléphones portables ou que je demandais aux personnes de ranger leurs portables. Donc ça sous-entendait que c'était vraiment quelque chose que tout le monde avait et que tout le monde avait tout le temps sur soi et que c'était intéressant de passer par là. Donc je décide de créer l'application Appel. Donc j'ai tout créé en 2015, hein, quitte à me lancer, j'étais en congé maternité, j'avais un petit peu de temps entre 2 couches et et 2 biberons. Donc je monte tout ça. Alors quand je me lance dans l'application Appel, je me dis: «Il va falloir qu'elle soit simple et surtout il va falloir qu'elle réponde aux problématiques du public». La première, c'était, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'était le fait qu'on le demande aux victimes d'appeler les secours ou d'appeler la police quand elles sont face aux violences. C'est et je me suis dit: «Mais je le vois bien qu'elles ne le font pas ou qu'elles ne le font pas assez. Il va falloir trouver une autre alternative» et l'idée d'impliquer les proches, pour moi, elle était assez logique, tout simplement parce que je suis partie de ce qu'on fait de façon générale quand on est confronté à un problème. C'est-à-dire que quand on a un accident de voiture, première chose qu'on fait, généralement, le réflexe qu'on a, c'est d'appeler une personne de confiance et de raconter ce qui vient de se passer. On leur raconte ce qui vient de se passer et ces personnes, généralement, nous disent: «Mais est-ce que tu as appelé l'assurance?» Et c'est là que tu te rends compte que tu l'as pas fait, que ton premier réflexe a été d'appeler une personne en qui tu as confiance. Et puis, je suis aussi partie de ma propre expérience, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais appelé les pompiers pour moi. J'ai toujours quand les fois où j'ai appelé les pompiers, par exemple, c'était quand j'étais témoin d'une scène. Et donc je me suis dit: «Tu as plus de recul et tu as vraiment cette possibilité d'agir et de prendre de la distance et de faire à la place de la personne qui est directement concernée». Donc je me suis dit: «Bon, ben, cette fonction d'alerte, l'idéal, ça serait de pouvoir solliciter des personnes de confiance et de leur donner un maximum d'infos pour que ces personnes de confiance puissent agir». C'est ce que fait, la fonction d'alerte.
de l'application. Donc concrètement, quand on enclenche une alerte, mes 3 personnes de confiance reçoivent une notification, elles entendent en direct tout ce qui se passe, elles ont le suivi GPS en temps réel et donc elles comprennent la situation et elles peuvent agir. Donc la fonctionnalité d'alerte était pensée, donc heu, donc voilà et ensuite je suis partie du constat assez simple, les choses ont un petit peu changé, mais les numéros, nationaux, il existe le numéro 3919 existe depuis des années, mais il était totalement, inconnu, du grand public et je me suis dit très bêtement: «Mais plus personne n'apprend de numéro de téléphone par cœur». Donc de faire une touche, en parler, de recenser tout ce qui existe et de recenser toutes ces lignes de téléphoniques, ça pouvait être pertinent. Ensuite, on a une fonctionnalité qui nous permet de trouver autour de nous, les structures dans lesquelles on peut trouver de l'aide, que ça soit commissariat, gendarmerie, hôpitaux et ces différentes associations. De l'information, centraliser l'information parce qu'il y a vraiment cette idée de faire en sorte que tout soit facile, d'amener l'information plutôt que de demander aux personnes d'aller la chercher et puis une redirection vers les chats, existants. Donc j'ai cette idée d'appli, je j'ai bien conscience que enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue que c'est une bonne idée, en tout cas, heu et donc je fais un cahier des charges et je cherche, une entreprise, pour développer, l'appli. Je savais également que je n'aurais pas de financement parce que la question des financements, c'est toujours le frein à enfin, c'est généralement le frein à tous les projets. Donc, je décide de faire plus d'ateliers d'écriture, de faire plus de spectacles de sensibilisation à la question des violences et je finance, la première version de l'appli. Pour moi, c'était important d'avoir cette première version pour montrer que, bah, d'une, que techniquement, c'était possible de le faire et j'étais convaincue que si je voulais avoir des soutiens et des financements pour arriver à la version de mes que j'avais réellement en tête, il fallait être convaincante. Donc je crée cette première version et je prends rendez-vous, au ministère, à l'époque, c'était sous, Laurence Rossignol et donc je leur présente, l'outil. Je leur dis: «Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Par contre, je n'ai pas d'argent. Je pense que vous avez plus, d'argent que moi et que vous avez la possibilité, en tout cas, de diffuser largement cet outil, faites-le, quoi» et on m'envoie balader. Et donc, je me dis: «Mais c'est quand même pas possible». Mais en fait, il faut se rappeler qu'en 2015, ben, c'était un peu le Moyen Âge, en réalité. C'est vrai que la tech, elle avance assez vite, mais en 2015, les applis, c'était quelque chose de pas fiable et c'est surtout que c'était la première fois qu'on utilisait la technologie au service de la lutte contre les violences. Donc, les personnes que je rencontrais à l'époque se disaient: «Si ça n'existe pas, c'est qu'il y a pas de besoin». Donc, je me dis: «OK, ça n'intéresse personne, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc on va se débrouiller tout seul, on va communiquer, puis on va faire le lancement, par nous-mêmes». Donc je me souviens, je suis allée sur le site, KissKissBankBank, qui permet donc de faire du crowdfunding et je cherche la vidéo qui a le plus de financement et donc je regarde cette vidéo et je la décortique. Je me dis: «Bon, a priori, ce projet, parle et puis il a l'air de bien la présenter donc je vais décortiquer, je vais voir exactement ce qu'il a fait et puis je vais faire la même vidéo de présentation de l'application et puis je vais diffuser ça sur les réseaux sociaux. Donc je me lance là-dedans, on fait la vidéo, on ouvre une page, Facebook et puis on balance, l'idée et l'application et on fait savoir que cette application existe. Donc ça commence à prendre, ça 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 va assez vite finalement et au bout de 5 jours, je crois, je vois un article Huffington Post qui parle d'une application pensée pour les femmes victimes de violences et quand je vois le titre, je me dis: «Ah mais c'est trop bien, ça y est, enfin quelqu'un l'a fait» et je me dis: «Ah mais c'est dommage, à 5 jours près, je me lançais pas là-dedans quoi» parce que vraiment, c'était pas c'était vraiment pas, je l'ai quand j'ai créé cette appli, je l'ai vraiment fait parce que je voyais que ça n'arrivait pas. Et quand je vois cet article du Huffington Post, je me dis: «Non, mais à 5 jours près, il y a quelqu'un qui a la même idée que moi» et je ne réalise pas, en fait, que l'article parlait d'appel. Donc je me dis: «Bon, bah, cool, au final, c'est vachement bien» et puis finalement, ça prend et je me dis: «Bon, c'est bien beau d'avoir cette idée, mais
Moi, j'aimerais aller plus loin. Je pense qu'on peut faire énormément de choses avec cette appli. Je n'avais toujours pas d'argent, donc je rentre dans la stratégie des prix et des concours. Et vraiment avec cette idée de je vais participer à des prix pour faire savoir que cet outil existe et puis surtout pour trouver, ben, des financements pour développer l'idée, quoi. Donc je participe au premier concours. Je me rappelle, quand j'ai pitché la première fois, j'avais même pas de slide et quand on m'a demandé où étaient mes slides, j'ai répondu: «Bah, c'est moi le slide». Enfin, j'étais vraiment totalement à l'ouest. C'est assez drôle quand j'y pense. Mais donc je me rends compte que l'idée, parle, que l'idée plaît, mais qu'il y a pas d'argent en réalité. Donc je travaille sur du mécénat de compétences, j'arrive, finalement à réunir, un pas mal d'entreprises, privées sur du mécénat de compétences pour, développer l'outil et à force de participer à ces prix, finalement, je participe à tous ces concours et je les remporte les uns après les autres. Donc je me dis: «Bon, bah, c'est vachement bien». C'est que c'est un outil utile et c'est surtout je commençais à avoir de plus en plus d'utilisatrices de cette appli et je commençais à voir aussi les retours des utilisatrices et je me suis dit: «Bon, OK, a priori les premières concernées, voient que enfin, cet outil est utile aux premières concernées, donc ça te donne quand même pas mal de force et d'énergie pour continuer en tout cas à développer, ton outil et de fil en aiguille, on se retrouve, à remporter un prix aux États-Unis et en faire aussi finalement une solution, ben, assez inédite et efficace dans différents pays. Donc aujourd'hui, l'appli est peut-être utilisée partout dans le monde. On a des partenariats avec, 13 pays, donc sur le référencement des structures, sur les référencements des lignes téléphoniques et cetera. L'appli est disponible en 6 langues et surtout, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, on s'est rendu compte, bah, que finalement, on avait créé un outil qui, même en période de crise, même en période, ben, compliquée comme un couvre-feu enfin comme un confinement total, l'application a pu être utilisée dans différentes situations. On s'est rendu compte qu'elle est utilisée et par des victimes et par des voisins qui ne savaient pas comment agir, hem, pour venir en aide, à leurs voisines victimes de violences. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'elle était utilisée aussi dans l'espace public, parce que malheureusement, dans l'espace public, beaucoup de femmes se sentent en insécurité. Enfin, c'est vrai que ce projet, il nous a un petit peu, quand je dis «nous», je parle de l'équipe parce que maintenant, l'équipe s'est agrandie. On s'est vraiment rendu compte qu'on a été un petit peu dépassés, par, ben, par le projet parce qu'en réalité, il n'était pas aussi ambitieux que ça. Mais, pour résumer les choses, c'est un peu à l'image de mon engagement sur la question des violences. C'est-à-dire que quand je me suis lancée là-dedans, effectivement, je pensais que c'était important de travailler sur ces questions, mais je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait à faire. Et à chaque fois que tu ouvres une porte, tu te rends compte qu'il y a une autre porte à ouvrir. Et c'est un petit peu, concrètement, c'est quand tu t'engages là-dedans, je pense que d'une part, tu t'engages à vie sur ces sujets parce que quand tu as conscience de tout ce qui ne va pas et de tout ce qu'il y a à faire, ben, tu peux pas faire comme si tu étais pas au courant. Donc donc nous, on a vraiment décidé de rester, concentrés sur notre public cible, de rester concentrés sur la création d'outils, même si en réalité tu as envie de tout faire, tu as envie de partir dans tous les sens. Mais je pense que pour être efficace, il faut aussi, savoir, être à sa bonne place. Donc on a vraiment décidé de se spécialiser vraiment sur, la sensibilisation, de notre public et on s'est rendu compte que quand on s'adresse aux 15-24 ans, en réalité, quand tu arrives à attraper ce public qui est quand même un peu compliqué, tu arrives à t'adresser à tout le monde finalement parce que tu as assez vulgarisé les choses pour que ça soit accessible. Donc finalement, comme stratégie, c'est pas mal et puis, de se concentrer sur la création d'un outil et puis d'autres d'ailleurs,
d'autres qui sont liés à l'application Appel, mais d'être concentré sur une tâche pour essayer d'être le plus efficace possible sur cette tâche. Donc, euh, donc voilà, j'ai l'impression que je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais sensiblement, voilà ce que je fais de ma vie. Merci infiniment, Diriata. Bon, moi, je suis à nouveau dans des conditions plus sympathiques pour vous parler. C'était absolument passionnant. Je réponds à ce qui s'écrit là en chat. Le nom de l'appli, c'est bien Appel, en effet. Je laisse la parole pour commencer à Lucie, Diane, Morgane et Carla pour commencer à réagir. Oui, je vais poser la première question. Donc déjà, merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. Et donc, on voulait d'abord vous demander, parce que pendant le premier confinement, notamment, en France, on a assisté à une montée des violences sexistes et sexuelles. C'était un sujet qui était pas mal abordé dans la presse. Et donc, on voulait savoir si votre application a été témoin de ce phénomène et si vous avez remarqué une plus grande affluence ou une plus grande demande de partenariat. Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque quand est arrivé le premier confinement, en mars, nous, on s'apprêtait à sortir la V5 de notre application. Okay, elle était prévue pour le mois d'avril et donc on l'a avancée et les équipes techniques ont fait un travail assez remarquable. Et en parallèle, on s'est lancé dans une campagne de com parce qu'on s'est dit effectivement, là, mine de rien, dans cette situation compliquée, Appel peut réellement être utile. Donc, on a fait cette nouvelle version qui nous a permis d'avoir des données plus précises que ce qu'on avait avant. Et puis, on a fait cette campagne de com qui a été largement relayée. Et donc, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette campagne de com et que l'outil a été relayé qu'il y a eu autant d'utilisation et autant de téléchargements, ou est-ce que c'est parce que pendant le confinement, c'est un fait, on sait que dans les situations de crise, les violences augmentent, enfin voilà, qu'il y a plus de tensions, et nous, on a eu vraiment une utilisation inédite de l'application pendant le confinement. Et ce qui était assez perturbant, c'est que même à la fin du confinement, les chiffres ont très peu baissé. Concrètement, on était entre 1200 et 1500 alertes émises par mois. Pendant le confinement, on était à plus de 6000. Et donc, ces chiffres sont restés assez hauts pendant plusieurs semaines après le confinement. Donc voilà. Et on a fait une comparaison, d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur le compte Twitter d'Appel. On a fait une infographie de ce qui s'est passé 8 semaines avant le confinement et de ce qui s'est passé pendant les 8 semaines du premier confinement. Et on a fait une comparaison des chiffres qui étaient assez hallucinantes, que ce soit le nombre d'alertes, que ce soit le nombre d'appels à l'aide, donc les appels vers le 112, le nombre d'envois de SMS au 114, le nombre d'appels vers les associations, le nombre de connexions aux plateformes de chat, la plateforme Arrêtons les violences. Enfin, c'était quand même quelque chose de complètement fou, quoi. Et c'est difficile d'être vraiment, comme je vous le disais, étant donné que pendant cette période, il y a cette campagne de com qui a bien pris aussi, c'est un petit peu difficile de répondre de façon précise à cette question. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, j'aurais une deuxième question à vous poser qui concerne l'impact de MeToo. Donc, est-ce qu'après MeToo, vous avez pu observer des changements sur la question des violences faites aux femmes? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à la réception aussi de votre travail, de l'usage de l'application, etc.? Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que MeToo, en tout cas, moi, je ne pensais pas assister à un mouvement comme celui-ci. Je pensais que c'était genre impossible, ce genre de choses. C'est-à-dire que un mouvement international qui a permis une prise de conscience généralisée du grand public sur la question des violences,
Moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là où ça a changé la donne pour nous, c'est que on a moins à expliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a moins à expliquer que les violences concernent beaucoup de monde et qu'il y a une urgence à travailler sur ces sujets. Ensuite, on rentre plus facilement dans les établissements scolaires et on rentre plus facilement de façon plus franche, avec comme thématique la question des violences sexistes et sexuelles, parce qu'avant, pour rentrer dans les établissements, on disait on vient travailler sur la question du sexisme et de l'égalité entre les filles et les garçons. Il n'y avait pas le mot violence, il n'y avait pas le mot sexuel dedans, violence sexuelle. Donc, effectivement, c'est plus facile d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on souhaite faire, mais il y a toujours ce sujet sur la question de la jeunesse. C'est que pendant très longtemps, la question, les jeunes étaient hors radar, et j'ai l'impression qu'ils le sont encore aujourd'hui parce que les dispositifs sont, comme je le disais tout à l'heure, sont encore trop peu pensés pour ce public-là, les horaires d'ouverture des structures, la façon dont on entre en contact avec ces structures, l'hébergement des jeunes victimes de violences. Il existe une seule asso à Paris qui s'appelle le FIT, Une femme en toi, qui propose de l'hébergement d'urgence pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans. Enfin, il y a vraiment tout à faire, mais ce mouvement, il a au moins permis d'en faire un vrai sujet et que ça soit plus un sujet sur lequel tu débats 40 ans pour expliquer que tu as raison et qu'il y a un problème, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute ta question, puisqu'il me semble qu'il y avait une double question. Non, il me semble que c'était oui, c'était par rapport à la réception de votre travail et aussi oui, l'usage de l'application. Est-ce que plus de personnes l'ont utilisé à ce moment-là? Non, parce que non, enfin, nous, déjà, Appel est arrivé bien avant. Enfin, on a fait Appel en 2015. MeToo est arrivé après. Et on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas senti pendant cette période en particulier de l'augmentation, enfin une augmentation de l'usage de l'appli. Après, vraiment, on a encore un vrai sujet sur cette appli, c'est de la faire connaître. C'est que ça y est, au niveau des professionnels, les gens la connaissent, mais au niveau du grand public, on a encore un très gros travail à faire. Donc, il y a, enfin, tout le monde ne connaît pas Appel. Les personnes qui ne sont pas sur ces sujets-là ne savent pas qu'Appel existe. Et par contre, on voit bien que quand il y a une com, par exemple, ou quand il y a un sujet sur un JT ou quoi, on sent bien que ça parle et que ça intéresse parce qu'on voit tout de suite le nombre de téléchargements et on n'est pas que sur du téléchargement. C'est pas censé être une appli qu'on utilise tous les jours, mais on est quand même sur un nombre d'utilisations qui est assez élevé par rapport au nombre de téléchargements, quoi. On est à peu près à 50 000 téléchargements et donc il y a 10% généralement, à peu près 5 000 utilisations par mois. Donc c'est quand même un gros ratio. Donc voilà, mais il y a encore tout à faire. De se dire qu'on est à 50 000 téléchargements alors qu'on connaît les chiffres, on connaît le nombre de victimes de violences, de tout type de violences confondues, on est, on est loin du compte, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur la mention de artiviste et je voulais savoir si vous pouviez un peu plus vous étendre sur peut-être la portée thérapeutique de l'art, que ce soit la chanson, la danse, le théâtre, et que vous avez expérimenté pendant vos années de travail. Alors, moi, je suis vraiment convaincue que c'est un biais qui est magique. En tout cas, moi, je parle de l'écriture parce que c'est ce que je connais et du slam, quoi, même si je suis une slameuse un peu mytho, parce que je travaille avec des musiciens et que normalement, le slam pur, c'est de la poésie pure. Mais ça permet de toucher différemment les publics, de leur permettre d'aborder des thématiques, mais avec un peu de distance. Et ça, c'est super important. Et puis surtout, l'écriture. Je mène des ateliers d'écriture très régulièrement avec des publics concernés ou pas, d'ailleurs, sur la question des violences.
Et je sais que j'ai déjà travaillé en lien avec des psys dans des foyers et qu'avec 2 journées d'ateliers d'écriture, on avait plus d'informations sur l'histoire, le parcours de vie des participants et des participantes à ces ateliers que les 2 années d'échange avec la psy, par exemple. Donc, l'écriture, ça permet, comme je disais, de prendre de la distance, mais c'est quelque chose de très intime. Et en réalité, par le biais de l'écriture, il y a plein de choses qui il y a plein de choses qui je cherche le mot le plus précis, mais tu devines tellement de choses, sur de l'écrit que que ça permet vraiment d'avancer. Ça permet à des professionnels d'avancer, avec les publics et puis c'est surtout, ça fait du bien, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écrit, une fois que tu as raconté, ben, c'est une forme de libération et la preuve, un mouvement comme, MeToo, c'est un mouvement qui s'est fait par l'écrit, en fait. On n'a pas demandé aux personnes d'appeler et de dire les choses, elles ont écrit les choses. Donc, je pense que l'art de façon générale, alors la danse, je fais pas de danse, je fais pas de théâtre non plus, mais, je suis convaincue que ça a les mêmes effets et c'est aussi pour la raison pour laquelle, il y a beaucoup de choses qui se font par le biais du théâtre forum, la thérapie par la danse. Enfin, je pense que on devrait plus utiliser l'art pour travailler ces sujets. Très bien, merci pour votre réponse. On avait une autre question pour vous par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer dans la création de votre application et de votre association. Vous aviez évoqué le manque de financement, mais est-ce qu'il y a eu par exemple d'autres problématiques liées au plafond de verre ou un petit peu ce genre de difficultés que vous avez dû surmonter donc pour arriver à vos fins finalement? Ben, moi, concrètement, vraiment, le premier obstacle que j'ai dû surmonter, c'était celui que je me mettais moi. C'est-à-dire que je ne me trouvais pas légitime à faire ça, à entreprendre, à proposer quelque chose. Parce que je me suis dit, bon, ben, il y a des personnes qui savent, qui savent mieux faire ou qui ont été formées pour le faire. Et je me souviens j'ai eu un vrai déclic sur un événement que j'ai très mal vécu. C'est que je me suis retrouvée à participer à un concours dans une école de commerce. Et quand je suis arrivée, personne ne m'a rien dit. Enfin, mais je ne me sentais tellement pas à ma place pour plein de raisons. Déjà, il y avait quasiment que des mecs. Ben, j'étais la seule noire. Enfin bref, pour plein de trucs, plein de raisons. Je me suis retrouvée sur scène et au lieu de pitcher mon projet, je me suis justifiée. Et donc, je me suis retrouvée à me justifier et ça a été un événement mais qui m'a traumatisée et je me suis dit: «D'une, je veux plus jamais me sentir comme ça, parce que c'est désagréable de se sentir mal et puis c'est surtout, pourquoi je n'assume pas, ben, porter ce projet et avoir cette idée?» Parce que je le vivais comme si, je n'assumais pas être à l'origine de ce projet parce que je ne me trouvais pas légitime. Mais vraiment, comme je dis, personne ne me l'a fait sentir, directement, mais le fait que ça n'existe pas, le fait de ne pas avoir d'exemple, le fait, comme je disais, j'avais aucun autre exemple de la tech au service, de la lutte contre les violences. Et comme je le disais, je savais qu'en allant me présenter en disant: «Ben, moi, dans la vie, bah, j'écris des chansons, mais je suis engagée sur la question des violences, mais j'ai aucun diplôme officiel». Enfin, en réalité, officiellement, je n'ai aucun diplôme pour justifier, mon expérience et je n'avais pas conscience que mon expérience était valable, en fait. Que d'être sur le terrain, que de faire, que d'être confronté aux problématiques, ben, ça te forme et ça te forge et donc j'avais cette sorte de complexe d'infériorité par rapport aux personnes que je rencontrais, que je croisais et puis même ma façon de m'exprimer, ma façon de me tenir, mon style, je kiffe les baskets, j'avais pas envie de me déguiser pour ressembler, à quelqu'un enfin, j'avais pas envie de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et j'avais pas envie de rentrer dans les codes de façon générale parce que déjà quand j'étais plus jeune, même quand j'imaginais mon métier plus tard, je me disais: «Je veux juste un métier où je peux m'habiller comme je veux et garder mes baskets» et donc mine de rien, de porter
un projet comme celui-ci, d'autant plus sur la question des violences faites aux femmes, enfin, violences faites aux femmes et numériques, on est vraiment sur 2 sujets qui soit peuvent faire flipper, les ben, les personnes qui sont dans le numérique, en fait, d'amener la question des violences, mais aussi, c'était aussi valable, pour, toutes les assos qui sont sur la question des violences, de leur dire qu'on va ramener du numérique. Donc je me suis retrouvée avec ces 2 trucs, un petit peu compliqués à gérer et je pense que, mine de rien, je suis contente, qu'on m'ait recalée, en fait, la première fois au ministère, qu'on n'en ait pas voulu. Et parce que ça m'a obligée, j'étais tellement convaincue que c'était une vraie solution pour le public, que ça m'a obligée à à à faire plein de choses que je ne m'imaginais pas faire. Je déteste les caméras et je passe mon temps à raconter, mon parcours, à raconter Appel, à faire de la com pour l'appli. Enfin, ça m'oblige à faire des choses que je n'aime pas forcément et en même temps, la cause et mon engagement est plus fort. Je le fais au service de la lutte contre les violences et et finalement, cette originalité, m'a permis de penser autrement, d'aller chercher les financements autrement, de je suis originale et donc en réalité, quand je rencontre, les différents partenaires, ils m'aiment bien parce qu'ils me trouvent drôle et atypique, et finalement, c'est une force, quoi. Donc voilà, c'était une réponse à rallonge, mais je pense que ça nécessitait au moins ça. C'était très bien, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions des participants et participantes parce qu'il y en a déjà plusieurs. Et donc, il y en avait notamment qui s'interrogeaient sur les pays dans lesquels votre application est disponible et les langues dans lesquelles elle est proposée aussi. OK. Donc les 6 langues. Donc français, anglais, italien, espagnol. Français, anglais, italien, espagnol. Bonne question. Là, tout de suite, j'ai pas les 2 autres langues, mais en gros, elle est disponible en Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, en gros dans toute l'Europe, États-Unis, Canada, Algérie, Sénégal, Maroc et le plus simple, c'est de la télécharger et vous allez voir la liste de toutes, de tous les pays. Ensuite, on avait une question un peu plus précise sur l'application. C'est est-ce que vous pouvez expliquer plus quels conseils sont donnés aux proches des victimes à travers l'application? OK. Alors de toute façon, concrètement, quand on dit cette appli, comme je le disais, elle a été pensée pour les victimes de violences, mais aussi pour les proches et donc on a des fiches conseils et les fiches conseils, l'idée, c'est vraiment de s'adresser aux proches, pour faire d'eux de meilleurs alliés et leur dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire et et c'est de leur permettre d'aller chercher de l'information et de transmettre, ces infos, aux victimes, de bien les conseiller en réalité, tout simplement. Je donne un exemple très concret. Hem, Quand on télécharge l'application Appel, donc on choisit son pays et on choisit un secteur. Généralement, c'est un département. Donc on aurait pu se dire que, les départements, c'est de enfin, l'appli géolocalise la position et puis on vous dit exactement dans quel département vous êtes, et de ne pas avoir la possibilité de changer. Là, on donne la possibilité au public d'aller chercher des infos, sur ce qui se passe dans le 75, parce que j'ai peut-être ma copine qui habite dans le 75 et que j'ai besoin d'aller chercher des informations pour elle et de savoir ce qui s'y passe, quels sont les assos là-bas et de trouver des fiches, descriptives des assos d'aide aux victimes et de pouvoir les envoyer, par exemple, de pouvoir les partager. Donc on donne cette possibilité. C'est vraiment des conseils, c'est des vrais conseils de base selon les les violences qu'on subit. Si vous avez été victime de violences sexuelles, voilà ce qui est conseillé de faire, voici les démarches à effectuer et en réalité, qu'on soit victime ou qu'on soit proche, d'une victime de violence,
de savoir ce qu'il faut faire, c'est quand même pas mal. De savoir ce qu'il faut faire et dans quel ordre, c'est quand même pas mal. Donc nous, on voit vraiment, les proches comme des diffuseurs d'informations. Ça, c'est la première chose et puis, d'être une personne de confiance, comme je disais dans l'application Appel, on définit jusqu'à 3 personnes de confiance. Être une personne de confiance, c'est très engageant et en même temps, c'est une vraie position. C'est une vraie position d'engagement. C'est-à-dire que si j'accepte d'être la personne de confiance de la personne qui est victime de violence, ça veut dire que j'accepte aussi de pouvoir être alertée à n'importe quel moment et d'être amenée à entendre des choses pas très agréables et de devoir agir. Et ça, pour le coup, on sait que c'est pas évident. Mais en même temps, on sait que même si c'est pas évident, c'est plus évident que d'être victime de violence. Donc, quand je dis on pense aux victimes et aux proches, c'est qu'on leur donne aussi on leur propose un rôle qui peut être aussi décisif pour la victime de violence. Et à aucun moment, je l'ai dit, mais toutes les alertes, qui sont émises par l'application Appel sont automatiquement enregistrées. Elles vont pouvoir être utilisées pour aller, déposer plainte ou faire, valoir ses droits ou pour être cru et cetera. Donc voilà. Mais pareil, pour répondre à la question de la personne, qui voulait savoir le contenu des fiches, heu, il peut télécharger l'application Appel et puis aller dans la partie conseil. Il ou elle d'ailleurs. Merci beaucoup. Il y avait une question qui s'interrogeait sur, les services publics. Est-ce que certaines régions, certains ministères, certaines villes, vous avez accompagné soit lors du processus de création de l'appli ou après pour, des campagnes de communication, par exemple? Alors ça avance, ça avance vachement bien en fait sur ce point-là. C'est que bon, depuis 2015, Appel a avancé, il s'est passé quand même pas mal de choses. C'est bon, on est crédible maintenant, donc la solution a fait ses preuves. Donc on a de plus en plus de partenaires, que ça soit au niveau local ou national ou même international. Donc effectivement, on a je vais donner un exemple très concret. La région Pays de la Loire nous a accompagnés sur la réalisation nous a financé, hein, a financé une partie de la création du bracelet, connecté. Parce qu'une fois qu'on se lance dans la tech, on part dans des projets un peu fous, mais en 2018, on s'est lancé dans la création d'un bracelet d'alerte connecté à l'appli qui permet d'enclencher une alerte sans avoir à sortir son téléphone. Et donc ça demande beaucoup d'argent. On a fait un financement participatif, mais il fallait aussi, des personnes qui fassent des gros chèques pour nous permettre de ne pas nous épuiser à aller demander au grand public de nous soutenir. Et c'est ce qu'a fait la région Pays de la Loire et ça nous a donné la possibilité de diffuser 2 000 bracelets, au sein des associations d'aide aux victimes pour que les victimes puissent en bénéficier gratuitement. Ensuite, on a, au niveau, national, on a le secrétariat d'État à l'égalité et le ministère de la justice qui finance, un bout, en tout cas du développement de l'appli et puis on fait des partenariats avec, les déléguées départementales de chaque territoire parce que en dehors d'avoir cette solution, on donne aussi la possibilité aux délégués départementales de comprendre, comment les personnes utilisent l'application sur le territoire. Donc elles ont des données importantes, qui peuvent leur permettre d'adapter les services les solutions qu'elles proposent au public. Exemple, elles peuvent savoir à quelle heure les utilisatrices ou les utilisateurs d'appel appellent les associations. Et ça, ce sont des informations qui sont assez importantes parce que ça leur permet d'ajuster en tout cas, les différents services. Et donc, on leur met à disposition donc, ces différentes consoles et ça, ce sont des des financements qui viennent des délégués départementales sur les territoires. Donc, au niveau des services publics et des financements publics, en France, c'est généralement comme ça que ça se passe. On a des soutiens un peu plus locaux comme la ville de Nantes, qui, entre autres, met à disposition, nos bureaux et ça compte dans les budgets. Et puis après, vraiment, la grande majorité,
c'est vraiment parce qu'on a eu des financements privés, d'entreprises privées qui nous demandent rien en échange et ça, je trouve ça assez louable finalement. C'est-à-dire qu'ils ne nous demandent pas de mettre sur nos flyers leur logo, mais ils financent le développement de l'appli et ça, c'est quand même, je trouve ça vraiment cool qu'on ait réussi à avoir aussi bien du financement public parce qu'il est vraiment arrivé après des financements privés et puis le grand public finalement. Peut-être si je peux me permettre de poser une question, pardon les filles, hein, je vous interromps, Diriata. Je pense que, comme tu le disais tout à l'heure en évoquant tes dialogues dans les établissements scolaires, à chaque fois qu'on en fait, et il nous est arrivé d'ailleurs d'en faire ensemble à Villeurbanne, on a face à nous des jeunes, c'était des lycéens à l'époque, dont on se rend compte qu'en fait, une partie d'entre eux est victime de violence, notamment des jeunes filles. Et du coup, la question qu'on peut se poser, si je fais référence à ton expérience personnelle, d'avoir quand même vécu ces violences aussi, c'est normalement ce qui est atteint au moment des violences, c'est pas simplement l'intégrité physique, évidemment, c'est pas simplement les coups, c'est aussi l'estime personnelle. C'est ça qui est terrible d'ailleurs dans ces violences-là, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, on n'a plus confiance en soi non plus. Et donc, la question qui ferait souffler un vent d'optimisme quand même, c'est comment on fait, après être passé par là, pour récupérer, comme tu l'as fait toi, une telle estime personnelle, une telle capacité d'action, un tel charisme, et à se dresser finalement, en n'ayant pas peur de grand-chose. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été accompagnée, toi, pour ce type de travail? Alors c'est une vraie question. Après c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question-là parce que moi je me pose souvent la question, parce que je me dis: «Mais c'est fou», moi je pense vraiment que c'est ce qui me motive tous les jours, c'est justement, même face aux violences, il y a pas d'égalité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des tu peux avoir subi des violences et passer au-dessus et t'en sortir. Et puis, tu en as d'autres, qui ne vont jamais se relever ou plus difficilement ou qui vont avoir un parcours plus chaotique. Et ça, je trouve ça juste. Enfin, je trouve que c'est injuste, quoi, que même face aux violences, il y a pas d'égalité, tu vois? Et moi, je suis incapable de te dire, comment j'ai fait. Moi, j'ai l'impression que ce qui me convient et ce qui me convient encore aujourd'hui et ce qui m'a aidée vraiment, c'est l'écriture. C'est j'ai eu l'impression, en tout cas, que je me déchargeais, et puis, j'étais sensible à la musique et donc, quand je repense à toutes les personnes que j'ai écoutées, mais c'était que des gens, mais, motivés, déterminés, enfin, tu vois? Qui enfin et j'étais vraiment sensible à ça et c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement qu'il faut diversifier les modes d'action pour pouvoir toucher tout le monde. Tu vois? Moi, je suis partie de mon exemple. La musique a eu de l'impact sur moi quand je dis réellement que la chanson, de Bams et que son album «Vivre ou mourir», ben, en gros, c'était une vraie question que je me suis posée et que, vu que dans cet album, elle choisit la vie et qu'elle est déterminée et qu'elle fait plein de choses, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que ça fait vraiment partie de mon histoire et c'est la raison pour laquelle j'utilise encore, l'écriture et la musique, pour avancer parce que je me dis: «Si ça a marché sur moi, ça va forcément marcher sur d'autres» et en même temps, j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas sensible, de la même façon, à la musique. Donc moi, le message que je porte, c'est: je suis convaincue que peu importe ce que vous faites, vous pouvez le mettre au service de la lutte contre les violences. Que ça soit du graphisme, que ça soit de la danse, que ça soit, je sais pas, même le sport, enfin je sais j'en et d'ailleurs même le sport, on le voit, il y a plein de sportifs et de sportives qui s'engagent là-dedans. Enfin, je suis convaincue, qu'il faut pas juste utiliser toujours le même canal pour s'adresser aux victimes parce qu'il y a celles qu'on va toucher et celles qu'on ne va pas toucher et être sur les réseaux sociaux, mais être dans la vraie vie, enfin, mais être aussi, sur le terrain, d'être partout, tout le temps et diversifier les modes d'action parce qu'il y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, sans une thérapie, n'auraient pas
réussi à s'en sortir, sans être accompagné, n'aurait pas réussi. Enfin, il y a tellement pas de règles. La seule chose qui est certaine, en tout cas, c'est que, c'est pas tout seul que ça se fait, que c'est trop dur, ça te demande trop d'énergie d'être victime de violence. Donc, ça se fait forcément avec les autres. Ça se fait forcément parce que quelqu'un nous a tendu la perche et c'est pour ça que je, je fais partie des gens qui disent: «Mais tendez des perches tout le temps par n'importe quel moyen», parce que les personnes vont s'en saisir. Mais il faut lancer plein de perches différentes, et il y en a qui vont y arriver par le dessin, enfin par l'engagement, je pourrais pas te dire. Et puis après, il y a ma personnalité. Je fais partie, des personnalités, déjà qui aiment bien, quand il se passe plein de trucs, tu vois? Qui aiment bien être débordées. Je pense que ça veut aussi dire quelque chose, que le fait d'être débordé, c'est aussi pour ne pas penser, pour pas prendre le parce que quand tu penses, tu as des doutes et quand tu as des doutes, tu hésites à faire les choses. Donc d'être tout le temps débordé, ça t'oblige à avancer et c'est aussi une stratégie, ça peut être aussi considéré comme une stratégie, je pense. Ouais. Bah, du coup, pour finaliser cette conférence, on a une dernière question qui reprend un peu ce que vous venez de dire. Donc, quel est le message que vous auriez à donner aux jeunes pour les inclure dans les violences faites aux femmes? J'ai envie de dire qu'il faut en faire un sujet désagréable comme les autres. C'est-à-dire que, et puis on le voit tous les jours et même, les différents, mouvements qui naissent sur les réseaux sociaux le prouvent. C'est que les personnes n'ont pas de mal à raconter ou à expliquer leurs difficultés ou à parler des violences qu'elles subissent. Elles ont juste, besoin qu'on leur donne l'occasion de le faire. Et donc moi, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est donner des occasions aux personnes autour de vous, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Donner l'occasion aux personnes autour de vous d'en parler. Et est-ce que je suis toujours là? Oui. Ouais. Donner des occasions aux personnes qui sont présentes autour de vous d'en parler et mettez votre talent, ou ce que vous savez faire au service de la lutte contre les violences. Il y a forcément un chemin. Écoute, ce sera le mot de la fin. Franchement, je crois que les mots manquent pour te dire l'admiration qu'on éprouve pour toi. Merci infiniment d'avoir Merci partagé. beaucoup. Mais tu sais, Nadjat, je me rappellerai toujours, tu fais partie des premières personnes à qui j'ai présenté l'appli. Je t'avais chopé à la fin d'un événement et je me rappellerai vraiment de ce que tu m'as dit ce jour-là. Tu m'as dit, mais c'est révolutionnaire. Et tu as été une des premières personnes à le réaliser, en tout cas. Et je te remercie parce que ça compte, tu vois. Ça compte de croiser des personnes comme toi qui disent que c'est bien ce qu'on fait. Donc, je te remercie aussi pour ça. Bon courage pour la suite et puis sache que tu avais devant toi, enfin en tout cas par écran interposé, beaucoup de monde. Évidemment, on n'a pas pu tous les entendre, mais tu avais notamment donc les élèves du certificat égalité femmes-hommes à Sciences Po, qui sont cette génération qui se prépare à être des game changers. On l'espère vraiment, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, sur toutes ces questions d'égalité femmes-hommes. On les forme pour ça. Et donc, je pense que ce soir, elles auront été bien inspirées et que sans doute, dans leur futur métier, elles sauront sur quel levier agir pour faire en sorte que toutes les difficultés que tu as quand même décrites n'existent plus pour d'autres projets de ce type. Et surtout que la violence faite aux femmes ne soit pas un angle mort. Et comme tu dis, un sujet désagréable comme les autres qu'il faut traiter. Point. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci.